Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Paris le 24 août 1861, en plein cœur du Second Empire. L'hôtel de Rochechouart est au milieu de la capitale, dans le 7e arrondissement. Alors, j'ouvre une petite parenthèse que je vais m'empresser de fermer, mais c'est le tout nouveau 7e arrondissement, parce que 2 ans auparavant, on aurait encore été dans le 10e. Seulement, le préfet de la Seine, le très célèbre baron Haussmann, a complètement redessiné la carte de Paris, en y adjoignant d'ailleurs un certain nombre de communes limitrophes, et désormais, dans le nouveau plan de Paris du Second Empire, l'hôtel de Rochechouart se trouve dans le 7e arrondissement. Je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, donc, en ce matin d'août 1861, le ministre de l'Instruction publique et des cultes est en train de lire son journal dans le petit salon qui jouxte le bureau. Le ministre, c'est Gustave Rouland. Il peut s'enorgueillir d'être un des plus longs détenteurs du portefeuille depuis sa création à l'époque de la Révolution française. Il est assez satisfait, le ministre de l'Instruction publique. À l'époque, on disait pas encore éducation nationale, on disait instruction publique, ce qui m'a l'air beaucoup plus clair d'ailleurs. À l'été 1861, ça fait donc 5 ans qu'il est ministre, il le restera encore 2 ans, ça ne peut pas le deviner. Il est en train de lire le Constitutionnel et voici les lignes qui tombent sous ses yeux. La faculté des lettres de Lyon vient de terminer sa session du baccalauréat. Parmi tous les candidats, il en était un surtout qui, plus que tous les autres, attirait l'attention et l'intérêt du public et de la faculté, puisque c'était une femme, mademoiselle d'Aubier, institutrice à Paris et qui se présentait courageusement devant la faculté des lettres de Lyon pour conquérir un grade dont l'usage et les préjugés semblaient avoir jusqu'à présent été réservés aux hommes seuls et en avoir préservé les avantages et les honneurs. Elle a eu son bac. Des gouttes de sueur perlent au front du ministre. C'est bien la première fois qu'il lit une chose pareille. Une femme vient d'obtenir le baccalauréat et on ne lui en aurait pas parlé, mais c'est une première dans l'histoire de France. Le baccalauréat a été créé par Napoléon Ier en 1808 et évidemment, il n'était réservé aux hommes. Gustave Rouland n'en revient pas. Il appelle son secrétaire, qui arrive un peu étonné. Le ministre lui dicte une lettre qu'il souhaite voir partir tout de suite pour le rectorat de l'université de Lyon. Et voici ce qu'écrit le ministre. Monsieur le recteur, si vous ne voulez pas déshonorer mon ministère, j'exige que vous annuliez cette décision. Il est inutile que je vous le précise, mais de mon côté, je ne signerai pas ce diplôme. Je vous prie d'éclaircir cette affaire grotesque et d'y mettre de suite un terme. Vous voyez que le ministre n'est pas content. Il n'est pas question, enfin, qu'une femme obtienne un baccalauréat. Pour Julie Victoire d'Aubier, ce qui commence donc, et vous l'avez compris, c'est un assez long combat. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il serait peut-être temps que je vous la présente, cette Julie Victoire qui était née 37 ans plus tôt en Lorraine, dans les Vosges, dans la ville de Bain-les-Bains. Elle n'est pas issue d'une famille bien riche, mais pas trop pauvre non plus. Son père était caissier à la manufacture de fer blanc. Elle a 2 ans quand survient le drame, puisque ce père vient à mourir et laisse la pauvre, son épouse, sa veuve, seule avec 8 enfants. Fratrie lourde à tenir, à maintenir hors d'eau pour cette mère, aidée heureusement par les grands-parents chez qui toute la famille s'installe à Fontenoy-le-Château. Très tôt, la petite Julie Victoire manifeste une sorte d'éveil particulier. Vous savez, ces enfants dont on sent bien qu'ils ne se contenteront pas de leurs conditions naturelles. Elle s'intéresse à tout, la petite fille, et notamment au sort des ouvrières qui travaillent à la manufacture voisine de Bain. Il y a un épisode, alors on ne sait jamais dans ce genre de cas s'il s'agit d'un épisode légendaire ou réel, mais toujours est-il que la forte personnalité, le sens aigu de la justice qu'on prête à la petite fille ressort dans cet épisode. Elle a une dizaine d'années à l'époque, on est au moment des fêtes de Noël à la manufacture et, comme de coutume, le patron offre aux ouvrières un certain nombre de douceurs. Et Julie Victoire se serait adressée au directeur de la manufacture en ces termes.
Puisque c'est Noël et la naissance du Dieu des pauvres, je voudrais dire au directeur que sucre et café une fois l'an n'empêche pas les ouvrières d'avoir faim tout le reste du temps. On doit pouvoir parler d'un acte militant, en tout cas très précoce, et ce ne sera que le premier de toute une série. Un des grands frères de Julie Victoire, qui est séminariste, a reconnu chez sa petite sœur non seulement une grande volonté d'indépendance, mais aussi, encore une fois, cette espèce d'intelligence qui permet de tout surmonter. Et parallèlement à l'école primaire, le grand frère va donc enseigner à sa petite sœur l'histoire, la géographie, mais aussi le latin et le grec, ce qui sera évidemment d'une grande importance par la suite, vous me voyez venir. Je cite Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek dans « Ces femmes qui ont réveillé la France ». Elle suit sa scolarité à l'école primaire et obtient le brevet élémentaire. Puis, à Épinal, le 31 août 1844, le brevet de capacité pour exercer dans l'instruction primaire supérieure. Il s'agit du seul et unique diplôme d'enseignant auquel les jeunes filles peuvent alors prétendre. Il leur permet de tenir une classe dans une école élémentaire. Elle ne compte pas en rester là. On parle toujours de Julie Victoire, bien sûr, et elle souhaite poursuivre ses études, toujours par l'entremise de son frère. Elle devient préceptrice dans une famille d'industriels de la région établie sur les rives de la Vologne, à Dossel. Elle séjourne ensuite en Allemagne, s'occupe d'enfants, enseigne le français à ses petits Allemands. Elle s'initie à l'allemand, lit beaucoup, notamment les auteurs contemporains qui critiquent l'organisation sociale et rêvent d'un monde plus solidaire, plus égalitaire. C'est pleine de ces grandes idées que Julie Victoire rentre en France. Elle retourne auprès de sa famille dans les Vosges et après quelques mois, elle décide de s'installer à Paris. Elle a 29 ans et voici ce qu'elle écrira sur Paris dans un extrait où elle s'apitoie sur le sort des femmes, des Parisiennes, où elle s'intéresse aussi tout simplement à la condition des plus pauvres. Vous aurez compris qu'il y a chez cette jeune femme une conscience sociale suraiguë. Je cite Julie Victoire d'Aubier. La dépravation de Paris a pénétré dans toutes nos villes et corrompt aujourd'hui nos campagnes. Les ouvriers les plus dissolus, les plus abrutis de l'Alsace ont même composé un verbe allemand pour résumer la licence qui les a franchis de tous les devoirs. Travailler le dimanche, s'enivrer le lundi, tapager au cabaret, changer de femme plus souvent que de vêtements, jeter ses enfants à la rue comme on jetterait un chat à l'eau, etc. Tout cela provoque de grands éclats de rire. Tout cela s'appelle Parisieren, c'est-à-dire vivre selon les us et coutumes de Paris. Parisieren, se laisser gagner à tous les vices de la capitale d'une certaine manière. Julie Victoire n'apprécie pas tout cela. Elle en est persuadée. Ce qui maintient les femmes et les classes les moins riches dans cet état misérable, c'est simplement l'absence de culture et d'éducation. Si l'on arrivait à enseigner quelque chose à tous ces gens-là, alors cette pauvreté, alors cette incurie finirait par disparaître. Et elle a bien l'intention de remédier, elle, à tout ça. Elle a bien l'intention de prendre dans ce combat toute sa part et même sans doute encore un peu plus. Julie Victoire d'Aubier est devenue institutrice. Oh, il faut la voir, magnifique dans sa classe. C'est une merveilleuse institutrice, pétrie de grands principes, de belles idées, d'ambitions nobles pour tout le monde. Or, en 1959, elle entend parler d'un concours de l'Académie impériale des sciences et des belles lettres et arts de Lyon. Il s'agit de réfléchir aux moyens d'élever le salaire des femmes, sujet qui, exactement, semble avoir été édicté pour elle. Elle se lance avec toute son énergie dans cette affaire et elle va distiller ses idées sur le papier. Ça débouche sur un mémoire qui s'appelle « La femme pauvre par une femme pauvre » et qui remporte tout simplement le premier prix. Et dans ce texte déjà, on trouve toutes les préoccupations de cette jeune préceptrice Julie Victoire, encouragée par ce premier succès, va se mettre à envisager des choses nouvelles. Et si elle devenait un symbole? Et si elle passait elle-même son baccalauréat? Ah, bien sûr, dit comme ça à l'époque, sous le Second Empire, ça paraît un peu insensé, mais
Julie Victoire en est convaincue, aucun texte ne l'empêche de s'inscrire à cet examen. Il suffit de relire tous les textes. Il n'a pas été prévu que les femmes soient interdites au baccalauréat. C'est une idée qui lui paraît excellente. Elle écrit aux académies de Paris, puis, semble-t-il, d'Aix-en-Provence. On ne veut même pas donner suite à ces demandes. Les universités comme la Sorbonne se montrent pour le moins frileuses et même carrément opposées, disons-le, à un tel projet. Quand elles demandent qu'on lui indique où se trouve le règlement qui interdit aux femmes de passer le bac, eh bien, elle n'obtient aucune réponse, parce qu'on n'a pas de réponse à lui donner, il n'y a pas de texte, encore une fois. Les échecs n'entament pas son incroyable résolution. Sa ténacité va finir par payer, puisqu'elle obtient 2 précieux soutiens. D'abord celui d'un notable influent, François Arlès Dufour, personnage important, et puis, disons les choses, et ça n'est pas rien du tout, le soutien de Sa Majesté l'impératrice en personne. Je cite Véronique André Duhult. Celle qui devient l'impératrice Eugénie en 1853 est une femme cultivée. On ne le sait pas assez, mais elle jouera un grand rôle dans les avancées de la cause des femmes pendant le Second Empire. Comme présent de mariage, la ville de Paris souhaitait offrir à la nouvelle impératrice une parure de bijoux d'une valeur de 600 000 francs. L'impératrice fit utiliser cette somme pour l'édification d'une école d'enseignement professionnel pouvant accueillir 300 jeunes filles orphelines. Les écoles professionnelles pour filles étaient des raretés. C'est grâce à l'appui de l'impératrice que Madeleine Brès put s'inscrire en faculté de médecine et que le peintre Rosa Bonheur fut élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur, une première pour une femme artiste. L'impératrice suivra donc avec bienveillance les travaux et les avancées de Victoire. Et au mois de juillet 1861, c'est le coup de théâtre. Julie Victoire reçoit une réponse de l'Académie de Lyon sur la lettre. Il est écrit « Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous faire savoir que vous avez à choisir entre le 13 et le 16 août pour le premier jour de votre examen du baccalauréat ès-lettres. Si vous désirez éviter une trop grande affluence de curieux, vous feriez bien de choisir le 13 au lieu du 16 et de le laisser ignorer autant que possible. » Oh mon Dieu, la joie de notre jeune institutrice qui sera non seulement la première femme à jamais passer le bac, mais qui pourra ensuite, sans doute, ouvrir le chemin à toutes les femmes qui, après elle, pourraient formuler le même souhait. Et puis, si elle le souhaite, ayant le baccalauréat, eh bien, elle pourra poursuivre ses études à la faculté, obtenir une licence, pourquoi pas un doctorat. Jusqu'alors, les femmes étaient exclues de tout ça, puisqu'il fallait le baccalauréat pour entrer à l'université et qu'aucune ne l'avait jamais passé. Dans son ouvrage qui s'intitule « Julie Victoire, première bachelière de France », Gilles Laporte nous raconte le jour de l'épreuve du bac, donc le 13 août 1861. Julie Victoire ne franchit pas le portail aux 2 colonnes repérées la veille. Alertée par les gazettes de la présence d'une femme, une foule de curieux faisait le pied de grue sur la place des terreaux. Des hommes au sourire ironique, des femmes à l'œil vif, d'autres candidats, tous garçons. Un huissier l'introduisit dans le palais Saint-Pierre par une porte dérobée. Elle le suivit jusqu'à la salle d'examen. Un instant plus tard, les garçons entraient par le corridor d'honneur. Daubier, Julie Victoire, monsieur de la Prade s'était présenté, il faisait l'appel des candidats. Julie Victoire se leva, présente. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ce jour-ci, c'est donc l'épreuve écrite de latin pour les 22 candidats. Les sujets sont distribués en silence à tout le monde. Julie Victoire est donc la première femme à avoir connu cette atmosphère un peu tendue de l'épreuve du baccalauréat, un peu d'angoisse, pas mal de surprises et beaucoup d'excitation. À la fin de l'après-midi, les résultats sont communiqués. Julie Victoire Daubier obtient la meilleure note du groupe, couronnée du mot « excellent ». Eh bien, elle va poursuivre avec les étapes suivantes. À cette époque, le verdict se révèle grâce à un système de boules de couleurs qui sont attribuées par les examinateurs. Une boule blanche pour une abstention, une noire avis défavorable, une boule rouge avis favorable. Or, Julie Victoire totalise 3 boules blanches, une boule noire et 6 boules rouges. Autrement dit, c'est un succès.
elle sera bien la première femme bachelier de France. À l'époque, on ne dit pas encore bachelière, évidemment. Elle est aux anges, Julie Victoire. Désormais, elle va pouvoir affronter l'administration la tête haute. Elle n'a pas l'intention de laisser l'administration lui refuser l'inscription de son nom sur le diplôme du baccalauréat. La lettre du ministre s'oppose à ce qu'elle soit nommée, mais elle s'oppose à la lettre du ministre. Vous vous rappelez les mots du ministre « Ne déshonorez pas mon ministère ». C'était adressé au recteur de l'Académie de Lyon, ce qui veut dire que Julie Victoire d'Aubier n'a pas le diplôme pour l'instant, et sans le document, elle peut pas prétendre s'inscrire à l'université. Alors elle s'impatiente, mais enfin, est-ce qu'elle aurait fait tout ça pour rien ? Son soutien, là, dont je vous parlais, François Arlès Dufour, en aurait sans doute appelé directement à l'impératrice Eugénie. C'est très difficile à savoir. Là, nous n'avons pas d'archives qui nous permettent de savoir comment se sont passées les choses. On adorerait avoir été une petite souris. Et on imagine, par exemple, l'impératrice tensant le ministre au cours d'une grande soirée aux Tuileries. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Personne n'en saura jamais rien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le ministre va devoir changer d'avis et qu'il finit par signer le diplôme en mars 1862. Et voilà que cette femme de 37 ans a donc réussi à obtenir le baccalauréat, et elle a posé la question de l'éducation des femmes et de l'égalité des deux sexes devant cette question de l'éducation. Voici ce qu'on peut lire dans un journal de l'époque. Aujourd'hui, par son exemple, elle ouvre une voie nouvelle aux femmes plus nombreuses qu'on ne le pense, qui, comme elle, ont reçu en partage la force de la volonté et les dons de l'intelligence. Il en est plusieurs, nous en avons l'assurance, qui suivront avec succès cet excellent exemple, avec un grand avantage non seulement pour elle-même, mais aussi pour la société qui, si elle n'a pas besoin que toutes les femmes apprennent le grec et le latin, est grandement intéressée à ce qu'elles reçoivent un enseignement plus fort et plus solide. On doit pouvoir dire de Julie Victoire qu'elle est une repousseuse d'horizons. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai rencontré partout une bienveillance impartiale et des sympathies généreuses, écrira Julie Victoire d'Aubier, dont je ne saurais trop remercier ma patrie et mon siècle. Elle va publier dans une bonne maison d'édition, d'ailleurs, un livre qui s'appelle La femme pauvre au 19e siècle, livre qui reçoit un bon écho dans la presse, où elle va écrire d'ailleurs des articles. Alors, en 1870, c'est la chute du Second Empire, l'avènement progressif de la Troisième République, et c'est dans ce cadre-là désormais que Julie Victoire d'Aubier se bat pour s'inscrire sur les listes électorales. Elle est dans le 8e arrondissement de Paris, elle se voit refuser ce droit, et elle va tenter, elle recommence en 1871, c'est toujours un échec, et la même année, elle s'inscrit à la Sorbonne. Et là encore, c'est une grande nouveauté pour les femmes, vous imaginez. Les cours de la Sorbonne restent fermés aux femmes, mais elle peut au moins s'inscrire aux examens, parce que on estime que si elle entrait dans les amphithéâtres, ça pourrait créer du désordre, n'est-ce pas? Julie Victoire continue à travailler pour préparer sa licence S-Lettres. Elle réussit son examen en octobre 71, devient la première licenciée S-Lettres. Elle reçoit son diplôme 6 mois plus tard, diplôme établi au nom de Mademoiselle d'Aubier, et le ministre, c'est Jules Simon maintenant, il a rayé au sieur, et il a écrit lui-même de sa main Mademoiselle, pour lui adresser d'ailleurs une lettre de félicitations. Elle envisage désormais l'écriture d'une thèse sur la condition de la femme dans la société romaine, et le problème, c'est qu'elle est rattrapée par la réalité de son siècle. C'est la grande époque de la tuberculose. Vous savez, à l'âge de 50 ans, en août 1874, Julie Victoire d'Aubier va mourir précocement sans avoir pu aller au bout de ses grands projets et des rêves qu'elle était en train de transformer en réalité. Quelques années après sa mort, nous dit Jean-Baptiste Galen, qui a préparé toute cette émission, quelques années après sa mort en 1880 est fondée l'École normale supérieure de filles à Sèvres. Et puis progressivement, dans toute la France, on va voir s'ouvrir des lycées pour que, comme Julie Victoire d'Aubier, les filles puissent accéder à la meilleure éducation possible, et pour que les bacheliers d'exception deviennent la norme des bachelières. Vous écoutez Radio Classique.